Tu nous dis, Philippe, quand tu as admis tout le monde, Alors, les gens sont en train d'entrer dans la salle. Ouais, les gens sont... voilà, tout à fait. Donc, les gens prennent un Ah, bien. siège et ils sont à vous. On est là, nous autres. Allez. Bonsoir à tous. J'ai enlevé le. On va mettre la Alors, vidéo. j'entends... Si tu veux qu'on joue. Il y a... il y a un bruit parasite. Philippe, si tu peux fermer tous les micros, s'il te plaît, au fur et à Alors, mesure. je vais fermer tous les micros et vous devrez, Ouais, vous, vas-y. réactiver On va les vôtres. on va aller Voilà, réouvrir les nôtres. Vas-y, vas-y, merci. c'est parfait. Le micro. Là, il est muet. Oh là là, c'est impressionnant, Philippe. C'est toi qui as la main sur nos micros. Je suis Ah, voilà. impressionnée. Le grand maître, hein, le chef d'orchestre. Bonsoir à tous. Je vois qu'on est 24, 25. C'est vraiment un plaisir de vous avoir tous ce soir. Donc, je pense qu'il y en a quand même pas mal qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Florence Roger. Je suis à New York et j'ai une connexion Internet qui n'est pas super stable. Donc, je m'excuse par avance si vous ne m'entendez pas bien. Je suis donc la candidate aux législatives de la NUPS, que vous devez tous connaître. Et je suis vraiment très fière de porter les couleurs de la NUPS et de cette belle cohésion des gauches et de l'écologie. J'ai 33 ans. Je suis médecin généraliste. Je vis à Montréal depuis environ 1 an. Ce qui m'amène, on va dire, un petit peu sur le devant de la scène, un petit peu dans la lumière, c'est ma préoccupation écologique. C'est pour ça que je m'engage, hein. C'est ce qui m'empêche de dormir la nuit. Et on sait que les efforts individuels, c'est à peu près 25% du boulot. Tout le reste, c'est de la volonté politique, c'est de l'industrie, c'est des transports et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi je m'engage principalement. Et je pense que les préoccupations écologiques sont indissociables des préoccupations sociales. Ça tombe bien, moi je viens du service public, j'ai pu le voir se déliter progressivement et je peux le voir encore mis à mal de jour en jour. À l'heure actuelle, on a les urgences du CHU de Bordeaux qui sont fermées la nuit. C'est incroyable, c'est une honte. Et on a des politiques qui toute honte bue, se présentent et disent qu'ils œuvrent pour le bien-être commun. Voilà, donc je vais laisser la parole à Oussama, qui est mon suppléant, et ensuite à Yann Chantrel, le sénateur, qui nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Écoute, merci Florence. Donc, je me présente, je suis Oussama Laraichi. Je suis à New York en ce moment, mais j'habite à Chicago et je vis à Chicago depuis 8 ans. On est arrivé en 2014 en VIE. Donc moi, je suis co-secrétaire d'Europe Écologie Amérique du Nord. Donc je représente Europe Écologie dans cette union où je suis très fier d'être aujourd'hui. Je suis aussi conseiller des Français de l'étranger. Donc je suis élu local pour la circonscription de Chicago. Et en fait, je suis très heureux d'être là ce soir parce qu'on a la chance d'avoir Yann avec nous. Et moi, dans mon mandat local, je sais à quel point il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour les Français de l'étranger. Et aussi, voilà, c'est avec beaucoup d'humilité que Yann a une circonscription grande comme le monde et c'est le cas de le dire, et qu'il est là aujourd'hui avec nous pour parler des problématiques des Français de l'étranger. Je dis souvent que dans notre union, elle a été faite au niveau national, mais elle a aussi été faite au niveau local, où beaucoup de candidates et de candidats se sont retirés et beaucoup de forces politiques se sont mis ensemble pour pouvoir mener à bien cette union et pour pouvoir vous proposer cette union qui aujourd'hui, je le dis très souvent, est nécessaire, elle n'est pas fortuite, elle n'est pas intéressée, elle est vraiment nécessaire parce que seule la gauche a la solution pour les crises qu'on vit, la crise écologique, la crise démocratique, la crise sociale qu'on connaît peut-être un peu moins ici en Amérique du Nord, mais qui est là bien ancrée dans notre territoire en France. Et voilà. Et donc, je dis souvent aussi qu'il y a ces problématiques
partout ces problématiques globales qu'on a, comme la crise écologique, la crise sociale, etc. Mais il y a aussi les problématiques des Français de l'étranger. Et je tenais à le répéter que Florence, ici, a à son service un réseau d'élus locaux qui se trouve le plus grand des différents candidates et candidats à cette élection, dont je suis fier de faire partie, et on sera toujours là pour lui faire remonter le terrain. Et voilà, et aujourd'hui, on travaille avec des élus nationaux comme Yann, et encore merci d'être là ce soir, et voilà, et on est à votre disposition en tant qu'élus locaux pour vous faire remonter les problématiques de terrain, et je sais que Florence, à l'Assemblée, aura à cœur de pouvoir répondre à toutes nos attentes et surtout de travailler pour nous et nous représenter de la plus belle manière à l'Assemblée nationale. Et voilà, donc je vais passer la parole Alors, à attends, Yann. je Oui, vais reprendre. Attends, je reprends la parole rapidement, excuse-moi. Voilà comment va se dérouler la soirée. La thématique de la soirée, c'est enjeux pour les Français de l'étranger, bilan et perspective. Voilà. Donc Yann est évidemment un expert de ce genre de problématiques. Donc il va nous exposer son avis et ses propositions sur la question. Il ne faut pas hésiter à réagir, que ce soit sur le chat ou bien lever la main dans les réactions là, pour prendre la parole. Ce soir, ça va être quelque chose de très informel. On va vous laisser vraiment énormément la parole. Donc, n'hésitez pas à nous poser plein de questions. Comme je le dis souvent, n'hésitez pas aussi à nous challenger. Oussama et moi, on est aussi là pour ça. On est aussi là pour répondre à vos curiosités, à vos attentes. Donc, surtout, n'hésitez pas à réagir dans le chat ou en levant la main. Voilà. Vas-y, Yann. Très bien, c'est à moi alors. Bon, voilà. merci en tout cas Oussama et Florence pour l'organisation de cette rencontre, de pouvoir échanger avec vous. Ça me fait particulièrement plaisir parce que moi-même, je viens d'Amérique du Nord, je viens du Canada, je suis franco-canadien et je pense que c'est important justement de pouvoir avoir des parlementaires qui vous représentent, qui vous connaissent, qui vivent aussi ce que vous avez pu vivre. C'est la richesse de notre pays de permettre cette représentation parlementaire des Français qui sont établis hors de France. C'est un des rares pays à le permettre. Et je pense que, ne serait-ce qu'en dehors du fait de représenter vos spécificités, parce que nous avons des spécificités en tant que Français qui sont établis hors de France, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont en France. On est souvent même la dernière roue du carrosse des politiques publiques, des décisions politiques qui peuvent être faites. Donc, d'où l'importance de pouvoir être représenté. Comme ça a été très bien dit par Oussama, vous avez même une représentation au niveau local à travers vos conseillers consulaires. Je salue, il y en a certains qui sont connectés ce soir et je tiens également à les saluer. Et vous avez la représentation parlementaire. Il y a 12 sénateurs et sénatrices des Français établis hors de France qui sont élus justement par ces conseillers à travers le monde. Et puis, il y a également vos députés des Français établis hors de France qui sont au nombre de 11. Et pour vous donner aussi un peu plus d'informations me concernant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je préside également le groupe d'amitié France-Canada au Sénat, ce qui me permet d'avoir aussi un certain lien et certaines connaissances par rapport à des problématiques canadiennes, mais je suis aussi membre du groupe d'amitié France-États-Unis, ce qui est important aussi quand vos parlementaires vous représentent, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, de pouvoir être membre de ces groupes d'amitié, parce que ça permet aussi de tisser des liens avec les autorités locales des pays, bien évidemment, avec les autorités canadiennes ou avec les autorités américaines, puisque des fois, des sujets sont traités d'État en État. Ce n'est pas forcément des sujets qui peuvent être traités uniquement de manière unilatérale pour la France. Je pense notamment aux questions, par exemple, de fiscalité ou des accords de sécurité sociale entre les pays. Donc, c'est important que vous puissiez être membre de ça. Donc, je voulais aussi saluer cette union. Et effectivement, Florence en est l'incarnation sur notre territoire en Amérique du Nord. Je pense que c'est quelque chose d'important qui est historique, puisque pendant de nombreuses années, les partis de gauche étaient plutôt divisés. Et pendant des semaines et des semaines, en tout cas, lorsque nous faisions campagne pour l'élection présidentielle, constamment, nos compatriotes, où qu'ils soient, nous appelaient à l'union, à une importance d'être unis face à la situation que connaît notre pays, puisqu'avec l'accession de l'extrême droite quand même au second tour, qui plus est à un haut niveau quand même dans l'histoire, qui a 42% des voix au second tour. Donc, nous devions d'être à la hauteur aussi de cette situation historique, avec un risque grandissant au fur et à mesure des élections, où l'extrême droite pourrait accéder au pouvoir
Donc, je pense qu'en responsabilité, il était important que nous puissions justement nous unir et proposer un véritable projet qui pourrait être mis en action dès le mois de juin. Parce que l'objectif de cette union, bien évidemment, c'est de pouvoir être majoritaire à l'Assemblée nationale. Parce que peu de Français, des fois peu de personnes le savent, parce qu'on pense que l'élection présidentielle est l'élection suprême en quelque sorte, mais l'élection législative, c'est vraiment l'élection déterminante, puisque l'action gouvernementale, l'orientation réelle politique du pays se décide au moment des législatives, à tel point que dans le régime dans lequel on est, c'est un régime qui peut être ultra-présidentielle, si le président de la République a une majorité à sa main, en quelque sorte, ce qui a été le cas les 5 dernières années. Je pourrais vous dire les conséquences que ça a eu par rapport aux politiques et au fonctionnement du Parlement, qui pour moi a été très défaillant sous cette majorité. Et vous avez, par contre, si la majorité est différente, par exemple, si c'est une majorité de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, c'est clairement le Parlement, la majorité parlementaire, qui décidera de la composition future du gouvernement, qui représentera d'ailleurs l'ensemble des sensibilités de cette union et qui dirigera réellement le pays. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est un vote important, d'autant plus que lors de l'élection présidentielle, finalement, nous avons été un peu privés du débat. Nous n'avons pas vu réellement parler du fond à cause de différents contextes, le contexte international, bien évidemment, avec la guerre en Ukraine. Mais je pense que c'est un moment important à saisir. En tant que Français établi hors de France, vous y êtes conviés, vous avez un droit à la parole, vous avez une représentation. Et c'est important de saisir ce moment démocratique pour vous faire entendre par rapport à vos spécificités, car les 5 dernières années, comme je vous ai dit, n'ont pas été très favorables aux Français justement établis hors de France, à plusieurs niveaux. Comme je vous ai dit, on a 11 parlementaires, 11 députés. Alors, il y en a une dizaine qui sont issus de la majorité. Donc, c'est vraiment beaucoup. Donc, on peut faire le bilan de leur action au cours des 5 dernières années. C'est important, c'est un exercice démocratique essentiel à faire. Et le constat qui peut être fait, c'est que malheureusement, nous n'avons pas été défendus. Moi, ce que je dis souvent, c'est que des fois, nous avons besoin d'avoir avant tout des parlementaires de combat pour nous défendre par rapport à nos problématiques spécifiques qui ne sont pas suffisamment sues des fois par les autres parlementaires, ne serait-ce même des parlementaires de nos propres sensibilités politiques. C'est un travail à toute épreuve, à tout instant, qui nécessite de la pédagogie et qui nécessite de convaincre et des fois de prendre des positions qui sont contraires également à notre groupe ou autre, parce que ça va à l'encontre des personnes qui nous ont élus. On est dans un système politique, justement, qu'on souhaite changer à travers une nouvelle république pour une raison très simple, c'est que la fonction présidentielle fait que les personnes qui sont issues de la majorité, le député qui est dans votre circonscription en fait partie, n'a pas été différent des autres, c'est que leur légitimité finalement, et c'est ça la problématique, ne venait pas forcément de votre vote. Sa légitimité du parlementaire, des parlementaires en marche, venait de leur désignation par Emmanuel Macron, à tel point qu'il mettait d'ailleurs sa photo sur leur affiche. La plupart des gens ne votaient pas forcément pour ces personnes, mais votaient pour donner une majorité à Emmanuel Macron. Donc leur légitimité ne venait pas de votre vote, donc ils n'avaient pas forcément conscience ou ne souhaitaient pas forcément vous défendre. Ce qui était le plus important pour eux, c'était surtout de ne pas contrarier le président de la République, parce que sinon ils n'étaient pas désignés à nouveau et ils n'auraient pas la chance de concourir ou pouvoir d'être éventuellement réélus. Et je vous dis ça parce qu'au cours de la législature, il y a quand même des personnes au sein de cette majorité qui ont souhaité s'opposer sur certains sujets. Soit ils ne se sont pas représentés, soit ils n'ont pas été réinvestis. Donc, ça vous dit quelque part une forme de dérive institutionnelle dans laquelle nous sommes. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est de pouvoir désigner des personnes comme Florence, qui, elle, aura à cœur de vous défendre selon vos spécificités. Je sais qu'elle n'aura pas peur d'aller des fois à l'encontre de décisions qui pourraient émaner éventuellement du gouvernement et qui ne vous seraient pas favorables. Et c'est ça qu'on attend d'une représentation d'élus, de parlementaires, c'est qu'ils vous défendent, quelles que soient les problématiques. Je peux prendre des sujets très précis. Au cours des 5 dernières années, où on a vécu une pandémie avec des mesures qui ont été assez brutales, avec les motifs impérieux. Je vous en parle d'autant plus que j'ai été la personne qui a mené la fronde sur ce sujet, avec notamment une pétition qui avait rassemblé plus de 10 000 signatures et qui a obligé, à travers également plusieurs personnes qui ont initié devant les tribunaux, qui sont allés en cours pour faire casser la décision, qui était quand même, je vous le rappelle, et des fois, on a la mémoire courte, mais il faut avoir la mémoire au moment des élections, qui
a été fait par ce gouvernement, qui a été d'interdire à ses propres ressortissants une interdiction d'entrer sur son territoire. Ça ne s'était jamais vu, même lors des guerres, lors des 2 dernières guerres mondiales. C'était un précédent que moi, personnellement, j'estimais dangereux. Quand on a une extrême droite aux portes de pouvoir et qu'on crée ce genre de précédent, qu'est-ce qui sera fait par la suite? Ça légitimera les pouvoirs suivants pour trier les compatriotes en fonction de desiderata, pour décider quel compatriote a le droit ou non d'entrer sur son territoire. C'était un problème de droit majeur, de fond, qui a été soutenu par les parlementaires des Français de l'étranger. Ils ne l'ont pas combattu, ils l'ont soutenu. Ils ont été favorables, ils ont défendu ces mesures, alors que vous étiez des milliers à leur dire que vous vous sentiez insultés, vous vous sentiez blessés par ce type de décision. C'était des décisions particulièrement inhumaines, particulièrement problématiques pour des personnes qui souhaitaient revoir leurs proches. Et en plus, ce qui plus est, on avait des difficultés parce que, comme vous le savez, il y avait beaucoup moins de vols. Et donc, ça, il faut quand même s'en souvenir, puisque ça n'est pas eux qui ont permis qu'on revienne dessus, c'est des actions à travers ce que nous avons mené, nous, en tant que conseillers consulaires, et au niveau de la justice, qui a annulé, le Conseil d'État a annulé cette décision. Ils ont été retoqués et ils ont été obligés, heureusement, la France est encore un État de droit, ils ont été obligés de le prendre en compte. Ils ne peuvent plus désormais interdire leurs propres ressortissants, pour quelque motif que ce soit, d'entrer dans leur pays. Mais ça, il faut quand même l'intégrer et le prendre en compte. Ensuite, on pourra après directement échanger plus en détail si vous souhaitez poser des questions. Mais je pense que c'est important d'établir ce bilan, puisque en regardant, moi je suis au Parlement, donc je vois exactement l'activité parlementaire qui est faite par les personnes de la majorité, et on ne peut pas dire que ça a été des grands défenseurs. Par exemple, je prends le cas de M. Lescure, il a fait 5 questions écrites en 5 années, ça fait une question écrite par an. Je pense que quand il y a des problématiques, les questions écrites sont très importantes. Ce n'est pas à négliger en tant que parlementaire, parce que c'est un outil où on interpelle les membres du gouvernement sur des questions très spécifiques. C'est souvent des problématiques que vous voyez qui sont très spécifiques, très individuelles, mais qui concernent d'autres personnes, qui permettent de résoudre des problèmes. Donc, vous pouvez aussi voir en fonction du travail parlementaire. Il n'y a par exemple aucune proposition de loi qui n'ont été déposées. Ça vous montre aussi la manière de manager aussi ce groupe, puisque les projets de loi, c'est le gouvernement qui, lui, les décide et les dépose. Et ensuite, les parlementaires ont des possibilités de prendre aussi des initiatives en déposant des propositions de loi. Le parlementaire, et c'est valable dans d'autres circonscriptions de la majorité, n'en a pas déposé une seule. Pourtant, les problématiques sont importantes et pourtant, il aurait fallu profiter du fait d'avoir la majorité pour déposer des propositions de loi et de pouvoir les faire adopter. Ça n'a malheureusement pas été fait. C'est ce qu'on attend d'un parlementaire, c'est qu'il fasse la loi, c'est qu'il fasse des propositions, c'est qu'il questionne, qu'il interpelle les administrations. Malheureusement, ce travail n'a pas été suffisamment fait. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également notre réseau éducatif hors de France qui a été fortement fragilisé au cours de ces 5 dernières années, puisque dès le mois de juillet, d'ailleurs, je vais vous mettre en garde parce que la pratique, déjà, le gouvernement à l'heure actuelle est en train de préparer ce qu'on appelle un projet de loi de finances rectificatif. C'est-à-dire qu'en fait, dès le mois de juillet, il y a un projet de loi de finances qui permet de rectifier en fonction souvent des programmes, des propositions qui ont été faites pendant la campagne électorale. Donc, il y en a un que prépare le gouvernement. Il y a 5 ans, il en avait déjà préparé un. Et en plein mois de juillet, justement, il avait supprimé 33 milliards d'euros pour l'éducation pour l'AEFE, pour l'éducation en français hors de France, à destination des établissements français hors de France. Donc, on a très peur qu'il y ait éventuellement à nouveau ce genre de politique qui soit prise en plein mois de juillet, qui est donc très dangereux. Il faut une vigilance. Si vous avez des parlementaires issus de la nouvelle Union populaire avec Florence, je peux vous dire que ça n'arrivera pas. Nous, ce que nous allons souhaiter, c'est de bonifier ce beau réseau, justement, qui se porte très mal puisqu'il a été affaibli financièrement. Et je pense plus particulièrement à nos compatriotes qui sont aux États-Unis, qui vivent des coûts de scolarité qui sont très élevés, très, très élevés. Ça peut aller de 15 000 20 000 dollars par année, et avec des bourses scolaires, vous pourrez certainement en témoigner, qui sont très insuffisantes pour que vous puissiez faire en sorte que vos enfants puissent continuer à avoir un enseignement en français, qui sont très faibles, puisque les seuils font que vous n'avez pas besoin de forcément vous pouvez être dans la classe moyenne basse, on va dire, et ne pas être éligible. Même en gagnant en tant que classe moyenne basse, 15 000 dollars ou 20 000 dollars, c'est énorme déjà. Donc, vous ne pouvez pas couvrir ces frais-là.
Donc, en fait, ce que nous proposons, c'est de pouvoir avoir des bourses scolaires, justement, qui soient beaucoup plus adaptées, qui soient beaucoup plus larges au niveau des critères pour prendre la réalité que vous vivez. C'est sûr que ce n'est pas la même chose d'avoir accès à l'éducation là où vous vivez, où c'est très cher, qu'à Madagascar, où c'est beaucoup moins cher. On a besoin de moins d'argent pour pouvoir aider les personnes. Mais je pense que c'est fondamental de garantir une forme de mixité sociale aussi, une égalité d'accès dans nos établissements français à l'étranger, puisque ça rend service, bien sûr, à des enfants qui ne pourraient pas financièrement y avoir accès, mais ça rend service même aux autres qui peuvent avoir accès, puisque la mixité sociale est une bonne chose. L'altérité, de pouvoir avoir d'autres personnes issues de différents milieux, ça participe aussi à l'éducation à la française, et c'est important qu'on y mette les moyens suffisants pour pouvoir en bénéficier. Et après, je pense également en termes de matière d'éducation française, vous avez aussi toutes les personnes, il y en a peut-être parmi nous ce soir, qui ne vivent pas près d'un établissement français, donc qui n'a pas la possibilité, éventuellement, ne serait-ce qu'en raison des coûts, mais en raison aussi de lieux géographiques trop éloignés. Mais il y a tout un tas de propositions que nous avons. Il y a des très bonnes formules qui s'appellent des formules flammes, des associations qui permettent à faire des cours du soir ou des cours le samedi également pour pouvoir permettre en dehors, parce que ça peut être un choix aussi de votre part, vous pouvez souhaiter mettre, et c'est tout à votre honneur aussi, une éducation locale en anglais dans les systèmes de votre pays, mais avoir aussi en complément à côté toujours un accompagnement en langue française. Et il y a beaucoup de dispositifs qui se développent, qu'il faudrait beaucoup plus financer. Et il faudrait aussi aider les familles à travers des bourses, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, pour pouvoir accéder à ce type de dispositif également, qui coûte d'ailleurs beaucoup moins cher, parce que ce n'est pas un enseignement en temps plein, hein, c'est un accompagnement sur un samedi, ou ça peut être une soirée dans la semaine, mais je pense que c'est important aussi de vous permettre d'en bénéficier. C'est valable également pour le CNED, qui est les cours à distance, qui peuvent être aussi onéreux, assez contraignants, assez lourds. Il faudrait, moi, ce que je défends, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est pour ça que je parle pas mal de ce sujet, c'est que je suis membre de la commission culture, enseignement, médias, francophonie. Donc, je travaille beaucoup tous ces sujets justement qui sont liés à l'enseignement, pas que hors de France, en France aussi, parce qu'il y a des chantiers aussi importants en France, mais également pour notre rayonnement, l'enseignement français à l'étranger. Donc, de permettre d'avoir des cours spécifiques pour vous en tant que Français établis hors de France à travers le CNED et pouvoir avoir accès à des bourses pour pouvoir également étudier à travers ce dispositif-là. Je pense que c'est quelque chose également qui est essentiel. Alors après, sur un autre sujet plus général, plus global, sur lequel je travaille, mais qui vous concerne quelque part aussi, je trouve, c'est un sujet en lien avec la culture, un gros dossier sur lequel je travaille. J'organiserai d'ailleurs, si tout se passe bien, un colloque avec plusieurs personnalités au mois d'octobre sur le sujet. C'est ce qu'on appelle, en tout cas le mot québécois, la découvrabilité des offres culturelles francophones sur les plateformes numériques. En fait, il s'agit de l'invisibilisation de tout ce qui est offres culturelles en français, mais ce n'est pas valable que pour le français d'ailleurs, sur les plateformes numériques du type Netflix, Disney+, ou toutes ces plateformes qui font que leur algorithme, dans des zones qui plus est francophones, ne favorise pas ces contenus-là. Ils favorisent les contenus en langue anglaise. Donc, ils invisibilisent l'offre francophone, ce qui n'est pas sans poser de problème pour les créateurs également. À partir du moment où votre offre est invisibilisée par les algorithmes, bien sûr, vous n'existez pas. Donc, vous ne comptez pas. Souvent, vos productions ne sont pas reconduites ou tout simplement, il peut y avoir aussi un problème au niveau du financement. Donc, on considère qu'il faut réguler ça pour permettre justement que ces grandes sociétés multinationales prennent en compte la diversité culturelle et l'intègrent dans leurs algorithmes et dans l'affichage qu'elles puissent faire. Parce que ça paraît anodin, on se dit c'est juste un affichage, il faut le chercher, mais je peux vous dire que c'est très contraignant d'aller chercher les œuvres, c'est très long, c'est très compliqué, et la plupart du temps, les gens regardent ce qui s'affiche. Donc, il faudrait permettre un affichage minimal. Ça va en plus avec un dossier plus large qui est la régulation des GAFAM, plus généralement, pour qu'ils participent également au financement de la diversité culturelle. Il y a des choses qui sont en train d'être faites, pour tout vous dire, en France, au niveau de Netflix, qui participent au financement du cinéma français, puisque désormais, ils payent une taxation sur ça. Mais il faudrait aller plus loin, donc c'est possible. Et je travaille donc ça en collaboration d'ailleurs avec le gouvernement canadien, qui souhaite aller de l'avant. Ce qu'on souhaite faire, c'est une coalition internationale pour permettre une charte de l'UNESCO, comme ça a été le cas en 2005 sur la diversité des langues, pour permettre justement, contraindre et obliger ces sociétés
de pouvoir faire place à la diversité culturelle et qui plus est à notre langue sur leur plateforme pour favoriser le rayonnement aussi de la culture française. Je pense que c'est essentiel de permettre ça. Donc, c'est un gros chantier. D'ailleurs, vous y serez conviés, puis votre futur député, bien évidemment, sera la bienvenue et on pourra travailler ensemble sur ces différents chantiers. Il y en a bien évidemment de nombreux autres, mais je voulais déjà vous brosser un premier tableau pour vous donner en tout cas l'importance de ce vote, l'importance de voter pour Florence, parce que l'importance aussi, j'en suis moi aussi la preuve, je suis sénateur, comme beaucoup de personnes me font la remarque, ils me disent, mais, ils n'y croient pas la plupart du temps parce qu'ils me disent, je n'ai jamais vu une personne aussi jeune qui est sénateur. Mais c'est possible parce que je pense que les Français établis hors de France sont des personnes qui prennent des risques, beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, ceux qui m'ont élu ont pris le risque de m'élire, effectivement, dans le sens où je n'avais pas forcément le profil qu'avaient les parlementaires qui sont en France. Mais je pense que c'est une richesse. Il faut différents profils. Florence est également un profil qui n'est pas suffisamment présent au niveau de l'Assemblée parlementaire. Les assemblées parlementaires doivent représenter nos compatriotes dans leur diversité, que ce soit en France, même nous, hors de France. Et pour être tout à fait honnête avec vous, dans la chambre dans laquelle je siège, c'est valable aussi en grande partie dans l'autre, elle n'est pas représentative. Elles ne sont pas représentatives de la population dans la diversité. Et ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème puisqu'on parle beaucoup de nos compatriotes qui délaissent les urnes avec l'abstention qui a tendance à augmenter. Mais peut-être aussi qu'il faut se poser la question qu'ils ne se sentent peut-être pas suffisamment représentés. Et nous sommes des représentants. Donc notre rôle, c'est de représenter les gens. C'est ne pas de représenter d'autres personnes qui nous ont désignés ou éventuellement, c'est de représenter réellement les gens qui nous élisent. Et c'est d'être à leur image, c'est d'être à l'écoute de leurs problématiques et c'est d'être la caisse résonance, même si ça déplaît des fois à notre propre groupe. Mais c'est notre rôle d'être la caisse de résonance des personnes qui nous ont élus. Et Dieu sait que nous en avons des sujets et des problématiques nous concernant. Voilà, j'ai été un peu long et je m'en excuse, mais c'est pour laisser un petit peu la place à vos éventuelles questions si vous en avez. Sinon, on pourra échanger avec Oussama et Florence avec plaisir. Je rebondis par rapport à ce que tu disais sur la peur, là, en attendant, sur la sécurité plutôt. En attendant que quelqu'un pose des questions, n'hésitez pas dans le chat ou lever la main, ou si vous allez discuter, juste vous désactivez votre micro si c'est possible. Philippe, ils peuvent réactiver leur micro ou pas? Bon, dites-le sur le chat et on vous donnera la parole. Voilà, Par rapport à ce que tu disais sur la sécurité. Oui, Philippe? Oui, le mieux, c'est de lever la main tout à fait en bas. Là, vous avez un bouton réaction, levez la main. Et ceux qui ont la main levée, je vais vous permettre de réactiver le micro, tout simplement, ou sinon, utilisez le chat. Ok. Désolée, ma connexion Internet n'est vraiment pas très bonne. Je m'excuse vraiment. Par rapport à ce que tu disais, Yann, sur la sécurité, je pense qu'il est très important de ne pas se laisser nourrir de peur. On s'est beaucoup laissé nourrir de peur, que ce soit depuis les attentats, où il y a quand même énormément de lois liberticides qui ont été mises en place par ceux qui nous gouvernent, avec la loi sécurité globale. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, n'importe quel fonctionnaire en France, un commissaire, un préfet, peut faire une perquisition chez vous. Voilà. Donc, si vous êtes un militant un peu trop voyant, vous pouvez un jour avoir des gens qui viennent perquisitionner votre domicile et je peux vous assurer que c'est extrêmement violent. Et ça a été un petit peu la même chose avec le Covid. Le Covid, on nous a nourris de peur dès le départ. On comptabilisait le nombre de morts tous les jours. Et le problème, c'est que c'est un très mauvais moteur. Ça paralyse et ça amène à des décisions irrationnelles. Et on a profité effectivement de ce climat de peur pour nous imposer des choses complètement liberticides et qui n'étaient, je pense, pas justifiées en 2022 dans des sociétés qui sont censées être très intelligentes et faire preuve d'une certaine imagination. Il faut imaginer quand même qu'il y a un moment où on vous demandait votre pièce d'identité et un certificat pour aller boire un coup. Voilà, on en est quand même arrivé là. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire très attention et il faut faire attention à ceux qui nous gouvernent, qui, tous les 2 ans environ, mettent en place des lois de plus en plus liberticides au nom de la sécurité. Et ce n'est pas en diminuant la liberté qu'on augmente la sécurité. Oussama?
Je m'inscris complètement dans ce que tu disais, Florence. Moi, je voulais simplement rebondir sur quelque chose dont Yann a fait part tout à l'heure, qui est un problème, enfin une problématique très importante des Français qui vivent en Amérique du Nord, et c'est l'éducation française. Et donc, en fait, moi, en tant que parent, j'ai 2 enfants qui sont au lycée français de Chicago. Ça coûte très, très cher. Et en fait, moi, j'avais 2 questions dans ce sens pour toi, Yann, parce que tu es dans cette commission et j'imagine que tu planches beaucoup sur ces problématiques-là. La première, c'est au sujet du récent décret qui a augmenté les cotisations de retraite pour les fonctionnaires détachés. Alors, en fait, moi, ce que je veux te demander, Yann, c'est à ton niveau en tant que parlementaire et au niveau de Florence bientôt, le 18 juin, parlementaire aussi, quelle est l'action que vous pouvez mener sur ce type de décret-là et comment essayer d'éviter, parce que en fait, c'est un secret de polichinelle, mais de toutes les manières, cette augmentation, elle se répercutera sur les parents comme moi et sur les frais de scolarité. C'est mathématique, c'est comme ça que ça va se faire. De l'autre côté, moi, ce que je voulais voir, parce que en fait, tous ces lycées français, ces écoles françaises, je parle bien des écoles françaises à plein temps, hein, pas des programmes flammes qui sont des programmes extrascolaires. Ces programmes de lycées français, d'écoles françaises sont soit homologués, soit, je ne sais plus quel est l'autre terme, mais ils ont une forme de reconnaissance par l'Agence pour l'éducation française à l'étranger. Conventionné. Exactement, merci Florence, conventionné. Et donc, du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que cette convention ou cette homologation donne des droits en subvention à ces lycées-là? Est-ce qu'ils reçoivent de l'argent du Ceux qui sont gouvernement conventionnés, français? oui. Et, et puis la question pour les parlementaires, ça serait qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui comme condition à recevoir ces homologations? Est-ce que ça peut aller au-delà du fait de l'éducation en soi, l'éducation française, ou est-ce qu'on peut y ajouter des questions qui sont des vrais problèmes, à savoir par exemple le traitement des profs, les salaires sur les profs, les visas des profs qui sont ici. Je sais qu'il y a beaucoup de problématiques là-dessus et donc je voulais simplement essayer de voir si on pouvait avoir des éléments de réponse et surtout montrer à toute l'audience comment des parlementaires nationaux peuvent intervenir et à quel niveau et avec quelle force de frappe. Très bien. Bah, ça fait beaucoup de questions. J'essaie d'être concis et de répondre à tout ça. Merci, Oussama. Effectivement, c'est un problème majeur. Alors, pour reprendre la première question concernant le décret, pour que tout le monde puisse comprendre, je vais être assez simple. Il y a un décret, effectivement, qui a été pris. C'était un petit peu un décret d'au revoir du gouvernement Castex, puisque ça a été pris juste après le second tour de l'élection présidentielle, c'est-à-dire le 26 avril, en catimini, où le Premier ministre et plusieurs ministres ont pris un décret qui fixe ce qu'on appelle le taux des fonctionnaires détachés. Fonctionnaires détachés, comme on parlait, on prend l'exemple pour justement, parce que ça touche beaucoup de personnes dans le réseau éducatif Fort-de-France, c'est des enseignants qui sont détachés de France et qui viennent enseigner justement dans les établissements français. Alors, ce qui a été fait, c'est que leur taux de cotisation à la retraite a augmenté de 11 à 27%. Ça concerne une augmentation dans la période d'inflation dans laquelle nous sommes de 250%. Donc, vous imaginez que d'un seul coup, que c'est colossal sur leur salaire. Donc, l'impact que ça peut avoir, effectivement, comme l'a très bien dit Oussama, c'est parce qu'on a eu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parlementaire face à cette crise? Parce que c'est une crise, on s'est levé, il y a eu une levée de bouclier, il y a une réunion qui a été organisée pas plus tard qu'hier par justement les ministères et responsables de ministères, directeurs de l'Agence de l'enseignement des Français de l'étranger, avec les parlementaires entre autres, et les membres du conseil d'administration. Et donc, on les a interpellés. Alors, ce qui est choquant et qui vient de l'administration elle-même, c'est qu'elle elle-même a dit qu'ils étaient surpris par ce décret, qu'ils n'ont jamais été consultés par le gouvernement sur ce décret, ce qui est gravissime, ce qui montre aussi un mode de gouvernance où on décide sans consultation des partenaires sociaux, qui sont les premiers concernés quand même pour avoir leur avis, sans la consultation de sa propre administration, qui est là pour appliquer les choses, mais qui est là pour conseiller aussi, et sans consultation, bien évidemment, des élus, des parlementaires qui représentent les personnes concernées. Donc ça, c'est quand même typiquement le genre de prise de décision opaque, scandaleuse,
sur laquelle justement nous mobilisons. Et je peux vous dire d'ores et déjà, sans trahir un secret, qu'il y a une intervention qui sera faite de la part de vos sénateurs, parce qu'on n'a pas de députés. Donc, quand Oussama me disait, on a que des députés qui sont au service de la majorité. Donc, ce n'est pas évident. Donc, c'est des sénateurs. Les sénateurs des Français de l'étranger de gauche, les 4 que vous avez, il y en a 4, il y en a une écologiste et il y en a 3 socialistes dont je fais partie. On va prendre une initiative pour demander la suppression pure et simple de ce décret, qui revienne dessus et que justement, dans un second temps, il puisse y avoir une concertation des acteurs tels que ça aurait dû être fait. Parce qu'il y a des vraies problématiques, par contre, qui sont posées en termes de pension de retraite pour ces personnes-là qui touchent des moins bonnes pensions. Donc ça, c'est un sujet, c'est un fait. Mais par contre, ça se fait dans la consultation, ça se fait dans la discussion. On ne va pas prendre une décision comme ça en 1 heure. Il faut du temps pour pouvoir discuter avec tous les partenaires et prendre une décision adéquate qui correspond justement à la situation, tout simplement. Et si la facilité, ce qui nous faciliterait les choses quelque part face à cette décision, c'est de donner une majorité à l'Assemblée nationale, puisque le gouvernement sera renversé, ça sera un autre gouvernement. Donc là, le décret, on sera sûr qu'ils reviendront dessus, puisque c'est une de nos propositions. Donc avec une majorité à l'Assemblée nationale, il y aurait un autre gouvernement et le décret sera résolu. Donc ça résoudrait encore plus le problème. Alors après, l'autre problématique, c'est que bien évidemment, comme ils sont en campagne, les députés de la majorité sont vent debout contre ce décret. Sauf qu'en fouillant un peu, c'est le but de travail parlementaire, ils ont eux-mêmes finalement créé cet incident, puisque lors de leur projet de loi de finances, ils ont voté un article qui mettait en place ce décret finalement. Donc en fait, ils sont à l'origine, alors ça peut être à leur insu, parce qu'ils ne lisent pas les textes, ils ne sont pas au courant ou je ne sais pas, mais à leur insu ou non, ils sont quand même à l'origine de cette décision. Donc quelque part, ils en sont également comptables et responsables. Et ça montre aussi qu'ils auraient dû se révolter un peu plus contre leur gouvernement, parce que moi, personnellement, si mon gouvernement que je soutiens ne me consulte pas, fait ça, je peux vous dire que je vais être minimalement en colère. Et ça a été très bien dit par également Florence, le rôle des parlementaires, ce n'est pas uniquement faire la loi, c'est contrôler le pouvoir exécutif. Les pouvoirs doivent se contrôler dans un régime démocratique. Il faut des pouvoirs indépendants qui permettent un contrôle et qui permettent à des pouvoirs de ne pas aller d'outrepasser leurs responsabilités ou leurs pouvoirs. Et donc, les parlementaires ont comme responsabilité de contrôler l'action du gouvernement à travers des missions d'information, à travers des commissions d'enquête, pour pouvoir justement vérifier que les choses sont appliquées, pour voir s'il n'y a pas de dérive de la part du pouvoir exécutif. Et il y a eu des cas d'école, peut-être vous n'en souvenez pas, mais il y a eu une affaire au début du quinquennat qui s'appelait l'affaire Benalla. Il y a eu 2 commissions d'enquête. Il y en a une à l'Assemblée nationale et dans la chambre dans laquelle je suis au Sénat. Celle de l'Assemblée nationale n'a pas tenu 1 semaine. Elle a été supprimée au bout de très peu de temps, puisque bien évidemment, la majorité était au solde du pouvoir, donc elle n'a pas souhaité faire de vagues. Elle est revenue sur la commission. Celle du Sénat est allée à son terme. Elle est allée à son terme, on a fait un vrai travail de fond, on a auditionné des personnes qui étaient choquées d'être auditionnées, puisqu'il y avait aussi le secrétaire général de l'Élysée, M. Kohler, qui a dû venir devant le Sénat, tout un ensemble de personnes qui ont dû rendre des comptes, mais rendre des comptes devant des élus de la nation, devant vous. C'est la moindre des choses par rapport à des actes répréhensibles, ce qui n'a pas été fait par l'Assemblée. Donc, je pense que ça, c'est important aussi d'avoir la garantie d'avoir des parlementaires qui fassent ce travail de contrôle vis-à-vis du pouvoir exécutif en votre nom. Alors après, sur les questions des établissements, de leurs coûts, ce qu'on pourrait faire, alors effectivement, il existe 3 types d'établissements. Il y a ce qu'on appelle les établissements en gestion directe, les EGD, c'est-à-dire que c'est des établissements 100% service public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une once de privé, c'est vraiment une école publique hors de France, à 100%, qui est gérée par l'État français. Après, vous avez des conventionnés. Établissements conventionnés, il y en a quelques-uns en Amérique du Nord, mais le plus courant, surtout aux États-Unis, c'est des établissements partenaires. Donc, c'est des partenaires de droit privé local, avec justement des conseils, des formes de conseils d'administration en fait, qui sont gérés bien évidemment par les parents d'élèves, principalement. Donc, qui fixent les frais de scolarité, qui ont une liberté, comme tout conseil d'administration à ce niveau-là, de fixer les prix en quelque sorte. Bon, souvent, eux-mêmes sont concernés puisqu'ils ont des enfants dans l'établissement. Donc, il y a tout un tas de choses. Alors après, la France aide à différents niveaux, que ce soit les conventionnés. Bon, les EGD, comme je vous ai dit, ça ne nous concerne pas parce que c'est dans d'autres pays. Il y en a beaucoup, par exemple, au Maroc ou dans d'autres pays d'Europe. Et donc, les autres établissements, par exemple, de type conventionné, effectivement,
la France met, par exemple, à disposition du personnel. C'est une forme d'aide financière. Elle peut aussi, à titre gracieux, de laisser des locaux. C'est le cas d'un établissement à Montréal. Donc, il y a des aides quand même qui sont financières directes ou indirectes de la part de l'État français par l'intermédiaire de cette agence. Mais effectivement, il faut pouvoir les contraindre au niveau de ces frais parce qu'ils doivent respecter une charte, bien évidemment, au niveau de leur conventionnement, sinon ils peuvent être déconventionnés par rapport à tout un tas de critères. Moi, je pense qu'effectivement, et ça, on pourrait y travailler avec Florence, c'est de pouvoir bonifier ces critères, des critères de bonne gestion publique, bien évidemment, de pouvoir inclure, par exemple, vos élus locaux de droit dans les conseils d'administration, puisque ce sont aussi des élus français qui peuvent vérifier la bonne gestion de l'argent public, de pouvoir aussi s'occuper de la gestion de ces établissements. Et puis, il faut aussi permettre des règles au niveau écologiste. En termes de développement durable, en termes de bonnes pratiques écologiques. Je pense que de l'époque qu'on vit aussi, on doit avoir des établissements qui soient un petit peu des phares à ce niveau-là, qui soient en avance. Et puis aussi, bien évidemment, en termes de frais de scolarité. Mais quand on prend des mesures comme c'est le cas, il a très bien dit Oussama, comme ce décret qui augmente les cotisations, ça se répercute automatiquement, bien sûr, sur les parents, puisque soit on n'augmente pas leur salaire, et dans ce cas-là, on va perdre en qualité parce qu'il n'y aura plus d'enseignants détachés. Donc, ça ne sera que des gens qui sont recrutés locaux, des fois souvent avec des formations en rabais et souvent payés au rabais aussi. Ou alors, c'est une augmentation de salaire pour compenser la hausse. Mais qui dit augmentation de salaire, il faut bien la récupérer ailleurs, c'est l'augmentation des frais de scolarité. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, on peut agir, en tout cas pour répondre, on peut agir en tant que parlementaire, puisque nous faisons la loi et nous votons le budget. Donc, tout simplement, dès le mois de juillet, il y a la possibilité d'agir déjà en revenant sur les coupures qui ont été faites ces dernières années, en rebonifiant l'agence pour lui redonner les moyens justement de pouvoir payer correctement les personnes qui y travaillent et pour donner de l'argent dans le système pour faire baisser les frais de scolarité également, bien évidemment. Ça peut être une contrepartie. Disons, on refinance certains établissements en contrepartie de la baisse des frais de scolarité. Et donc ça peut être fait dès le budget. Et il y a un autre, et ça me permet d'adapter un autre sujet, quelque chose qui peut changer aussi très rapidement, puisque nous votons le budget. Yann, je t'interromps. Juste avant de passer à l'autre sujet, il y a une main qui est levée. Je ne sais pas si la question… Parce que j'étais Ben déjà… voilà. Non, mais peut-être que la question, justement, avant de passer à un autre sujet, alors je vais demander à Xavier de rétablir son son, voilà, et de poser la question. Bonjour, j'ai une question du chat Twitch. On a un viewer qui nous demande est-ce que vous pouvez expliquer la mesure sur les impôts pour les Français de l'étranger? Merci beaucoup. Ah, alors là, c'est complètement ailleurs. Voilà. On va en parler, moi. Voilà, peut-être finir sur le deuxième point et prendre la question. Sur l'éducation. Je vais finir, mais je peux parler, je ne sais pas de quoi la personne veut parler, les impôts des Français de l'étranger, mais je peux lui parler de la fiscalité. Moi, je peux en parler. Ouais, on peut en parler ensemble. Je pense que c'est la proposition de la NUPS là-dessus. Ouais. D'accord. On va débunker. Mais en 2 secondes. Je disais, déjà, des impôts, c'est important d'en payer parce que ça permet d'avoir des services. Ça, c'est un truc de base. Alors, par contre, ce qui est essentiel, ça permet de rebondir après sur la chose. Il faut que ça soit juste. Il ne faut pas que ça soit injuste. Il ne faut pas que, par exemple, et là, il y a des vraies injustices. C'est ça qu'il faut régler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'un Français qui est établi hors de France soit moins bien traité qu'un Français qui est en France. Parce que c'est le cas. Actuellement, c'est le cas et cette majorité n'a rien fait pour vous. C'est le cas avec ce qu'on appelle la CSG-CRDS, que vous payez sur vos loyers. Par exemple, si vous avez un logement en France, vous allez payer, parce qu'en plus, il y a un problème, en plus de logements très important en France, vous allez payer une cotisation sociale, ça s'appelle la CSG et la CRDS, sur vos revenus locatifs. Ce qui n'est pas le cas de Français qui sont établis hors de France et ce qui n'est pas le cas des Français qui sont établis hors de France en Europe, dans l'Union européenne, puisque l'Union européenne a condamné la France pour cet impôt. Mais bien évidemment, le gouvernement s'est exécuté uniquement pour la zone européenne et ne l'a pas fait à l'ensemble du monde. Ce qui fait qu'il a créé finalement 2 types de ressortissants établis hors de France, ceux qui sont au sein de l'Union européenne et ceux qui n'y sont pas. C'est-à-dire que quand on n'est pas au sein de l'Union européenne, nous n'avons encore moins de droits que les Français qui ne sont pas en France, mais qui sont au sein de l'Union européenne. Et ça, c'est une injustice fiscale majeure sur laquelle ce gouvernement et cette majorité n'est pas revenu. On a voté des amendements constamment sur le sujet qui n'ont jamais été validés, qui ont toujours été rejetés par le gouvernement. Ça, c'est une vraie injustice fiscale.
Alors après, sur les moyens, moi, quand je parlais que c'est important de payer sa juste part, c'est parce qu'il y a des services qui vous sont également alloués. Mais par contre, c'est insatisfaisant et qu'il faut que le budget soit bonifié pour les services consulaires qui vous seront dédiés. Parce que je pense que quel que soit le poste, il y a des postes où il y a plus de tensions dans le monde que d'autres, mais malgré tout, vous n'avez plus un service efficient. Vous devez attendre des mois et des mois pour avoir un passeport. C'est compliqué, surtout que vous, 7 par mois. rapport… Voilà, 7 mois dans certains endroits. On fait des interventions, consulat à consulat, mais moi, je préfère faire des interventions plus générales parce qu'il est mondial, le problème. C'est un problème budgétaire, ce n'est pas un problème localisé à un endroit précis, c'est un problème qui est structurel, je dirais, à l'heure actuelle, et qui nécessite tout simplement un meilleur budget, puisqu'il y a eu des coupures au niveau des agents consulaires. Ils ont vécu aussi de plein fouet la pandémie. Il faut le voir, ils ont eu des grosses problématiques, il y a des burn-out, il y a des problèmes de santé mentale qui ne sont pas du tout pris en compte également par le ministère, qui n'a pas de politique pour justement soutenir et aider ces fonctionnaires par rapport à ça, qui ont quand même fait face à une vague pandémique qui était quand même assez violente pour nous tous et toutes, mais eux, ils étaient aussi au front par rapport à des vrais problèmes, des vrais drames humains auxquels ils devaient faire face, et rien n'a vraiment été fait pour les aider, ne serait-ce qu'en personnel supplémentaire. Le budget n'a pas été augmenté. Et plus généralement, ce qu'on pense faire aussi, c'est la pandémie l'a révélé, il faudrait mettre en place une forme de soutien financier pour venir en aide aux Français établis hors de France. On l'a voté au Sénat. On a voté finalement la mise en place. Ça a été fait un peu pendant la pandémie où vous aviez des aides Covid qui étaient très technocratiques et très difficile d'y accéder. Les critères étaient compliqués. Ça a pu aider quand même quelques personnes. Mais finalement, des crises et des problématiques, il y en aura d'autres malheureusement. Des pandémies, nous ne sommes pas à l'abri de nouvelles pandémies. Avec le réchauffement climatique, beaucoup de nos compatriotes qui sont en Amérique du Nord, mais même dans des pays où ils seront encore plus exposés aux problématiques liées au réchauffement climatique, il faut déjà anticiper ces problématiques qui viendront dans le temps. Donc on pense qu'il faut mettre des moyens, de l'argent pour soutenir nos compatriotes qui sont établis hors de France, qui sont face à des problématiques telles qu'on a rencontrées et de nouvelles. Donc ça, c'est quelque chose qui nous paraît fondamental et qui a été voté par le Sénat, mais qui n'a pas été mis à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale par le gouvernement. Donc s'il y a un gouvernement issu de notre majorité, je pense qu'il sera mis à l'ordre du jour et on pourra voter ce qui a déjà été voté par le Sénat. Voilà. Après, je ne sais pas, Florence, tu voulais ajouter Je vais parler, oui. Ouais. Je vais dire rapidement pour l'impôt universel parce que c'est important, ça préoccupe beaucoup de monde, surtout en Amérique du Nord. Il ne s'agit pas d'une fiscalité à l'américaine. Il s'agit d'une lutte contre l'évasion fiscale. Donc, ça ne touchera pas le contribuable moyen. Ce sera pour les personnes. Alors, ça a même été aujourd'hui actualisé. Ça ne touchera que les entreprises, les multinationales. Donc, soyez rassurés. Par contre, effectivement, à l'ANUPS, on est épris de justice sociale et de justice fiscale. Donc, il va y avoir une progressivité de l'impôt avec 14 tranches d'impôt. Ce qui fait que si vous avez des revenus français, ce qui peut être le cas, même en étant établi en Amérique du Nord, si vous avez des revenus d'origine française qui sont inférieurs à 4 000 € par mois, ce qui est le cas pour environ 82% des Français, vous paierez moins d'impôts. Et par contre, les tranches supérieures paieront plus d'impôts. Hier soir, on a eu une conférence avec l'économiste Gaël Giraud qui nous disait à très juste titre qu'à l'heure actuelle, les personnes les plus fortunées en France ne payent véritablement que 21% d'impôts et encore moins. Donc, il est urgent de rétablir de la justice fiscale. Mais ne vous inquiétez pas, l'impôt universel ne touchera pas le contribuable moyen. C'est une mesure de lutte contre l'évasion fiscale. Oui, c'est très juste. On veut mettre en place ce qu'on appelle, ce qu'a supprimé Emmanuel Macron, mais pour les Français qui sont résidents, l'impôt sur la fortune avec un volet climatique pour que les personnes qui polluent le plus soient également celles qui ont des placements financiers polluants ou autres, soient celles qui payent le plus, c'est normal. Et donc, pour justement se doter de services à la hauteur également de la situation de services publics ou autres. Et je pense que d'ailleurs la lutte contre l'exil fiscal qui concerne finalement une minorité. Mais ces gens-là donnent une mauvaise réputation à l'ensemble des Français établis hors de France. Donc nous devons agir contre ça justement également, puisque nous sommes bien placés pour savoir que ça n'est pas la réalité de la communauté française. Nous ne sommes pas des exilés fiscaux.
Donc, il faut lutter par contre contre ceux qui le sont, parce qu'eux font beaucoup de tort aux Français qui sont établis hors de France et qui, eux, payent leurs impôts, sont tout à fait honnêtes et souvent ne gagnent pas beaucoup d'argent d'ailleurs. Hein, c'est une lubie. Et d'avoir des parlementaires établis hors de France, c'est de casser aussi ces clichés qui peuvent malheureusement encore perdurer sur les Français qui sont établis hors de France. Ça a tellement changé depuis les 15-20 dernières années. Ce n'est plus du tout sociologiquement, on a beaucoup évolué. On a atteint pratiquement les 3 millions de Français qui sont établis hors de France. C'est digne de grandes régions françaises. Donc, c'est important. Ça augmente sans arrêt. Et on est très divers. Et ça, c'est vraiment une richesse. C'est passionnant parce que moi, je voyage partout dans le monde. Donc, je vois à quel point on a une diversité au niveau des parcours, au niveau des métiers, au niveau des implications de nos compatriotes à travers le monde. Et je me dis, c'est une telle richesse. On a des gens dans les universités. D'ailleurs, ça, c'est un vaste sujet sur lequel je m'occupe. C'est que la paupérisation de notre enseignement supérieur en France et notre recherche est pitoyable quand on voit ce qu'on a d'ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément à répercuter, mais on en a beaucoup qui y sont. C'est pas pour rien. Ils sont très talentueux. Ils ont des grandes responsabilités. Et ils sont partis souvent de France parce que la recherche supérieure, malheureusement, n'était pas suffisamment dotée et on ne leur donnait pas les moyens. C'était étriqué. On ne leur laissait pas la possibilité d'exprimer leur talent. Et ça aussi, il faut pouvoir le changer et le bonifier à travers nos expériences que nous avons eues hors de France. Et c'est tout l'intérêt d'avoir des parlementaires qui ont d'autres vécus, qui ont vécu ailleurs, qui ont d'autres nationalités. C'est d'apporter cette différence dans le Parlement. Je peux vous dire que quand moi j'apporte des sujets un peu différents, c'est sûr que ça les challenge, ça les secoue, mais au moins ça permet de faire vivre le débat et de pouvoir mettre d'autres choses dans le débat et de pouvoir avancer. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. C'est sûr que si on élit des personnes qui sont en garde à vous, la valeur ajoutée n'est pas très importante, je ne vous le cache pas. Faut envoyer des députés et eux et des parlementaires en général de combat. Parce que notre époque, l'époque dans laquelle nous vivons, les enjeux que nous devons faire face nécessitent réellement des parlementaires qui se battent, qui sont de combat. Et c'est plus que jamais nécessaire. Et pour nos droits, nous, en tant que Français de l'étranger, sont très fragiles. On l'a vu lors de la pandémie, puisqu'on a été victime de mesures dérogatoires plus importantes que celles qui étaient vécues en France. Et donc, nos droits étant fragiles, il faut des gens pour les défendre constamment. C'est jamais acquis. Rien n'est gravé dans le marbre. Même la démocratie, on pense que c'est quelque chose à l'état naturel. Ce n'est pas naturel, ça n'existait pas avant. Donc, c'est quelque chose qui doit être préservé, il faut se battre. Alors, elle a des imperfections, je vous l'ai dit, même au niveau de sa représentation ou autre. Nous ne pouvons pas nous en contenter. Nous devons sans cesse essayer de l'améliorer si nous voulons qu'elle perdure. Parce que si nous gardons en l'état, bien évidemment, elle peut se déliter, elle peut disparaître. Il faut sans cesse l'améliorer, la bonifier. Il faut sans cesse, à travers des participations citoyennes, à travers des événements comme ce soir, en associant plus les citoyens que vous êtes à la décision parlementaire, au travail législatif, à travers des auditions citoyennes ou autres. Et ça, c'est important parce que si on veut qu'elle perdure, il faut sans cesse la réinvoter, l'approfondir et travailler dessus. Sinon, effectivement, elle sera en danger. Merci. Donc, je vois qu'on a des questions. Alors, je vais peut-être donner la parole à Charlotte. Tu peux. Voilà. Oui, merci beaucoup. Justement, je profitais du thème pollueur-payeur pour élargir plus à des considérations moins locales, moins fiscales, moins éducation, mais plus quelles sont vos propositions justement pour faire face à l'urgence climatique, à la nécessaire transition énergétique et globalement, voilà, en France, puis globalement peut-être dans le monde, mais comment est-ce que vous allez enfin agir sur le gouvernement pour qu'il bouge, quoi? Parce que là, c'est grave, là où on en est, là, c'est vraiment grave. Voilà, merci. Est-ce que tu veux, Florence, je te laisse répondre. Oui, je peux commencer. Et puis même Oussama aussi, n'hésitez pas à me compléter parce que le sujet de la bifurcation de la transition écologique, c'est un sujet qui est très vaste. Alors, sur l'option des émissions de gaz à effet de serre de 65% d'ici 2030, comment on s'y prend ?
On va s'y prendre de différentes façons. Alors, je vais parler évidemment du territoire en France parce que c'est quand même difficile. Voilà, mais c'est un modèle qui pourra tout à fait être exporté. Je vais aussi également parler de l'Europe, bien sûr. Donc, sur le territoire français, ça va commencer par exemple par les transports. Donc, il faut revoir totalement la façon dont on se déplace à l'heure actuelle en France, en privilégiant des mobilités qui sont beaucoup moins polluantes, comme par exemple le train, comme par exemple le fret ferroviaire, qui à l'heure actuelle a été complètement délaissé. Et c'est une aberration, parce qu'en fait, les rails sont à l'heure actuelle en place, mais ne sont pas utilisés pour le fret. Il faut privilégier aussi ce que les écolos appellent très joliment les mobilités douces, le vélo, la bicyclette, ainsi de suite. Et il faut aussi réorganiser notre façon de travailler en privilégiant par exemple le télétravail que le Covid a pu faire a pas mal émerger. Ensuite, il y a l'efficience au niveau de la consommation d'énergie dans les bâtiments. Je suis désolée si vous ne m'entendez pas, surtout dites-le moi. Donc, par exemple, ça passe par la rénovation et l'isolation des bâtiments, mais y compris les bâtiments historiques, pas seulement quelques appartements ça et là. J'ai regardé les statistiques aujourd'hui, figure-toi, Charlotte, et le gouvernement Macron, parce que c'est important, se targue d'avoir rénové, je crois, près de 200 000 bâtiments, mais considère qu'en fait, quand on change des fenêtres, c'est bon, on a procédé à une rénovation. Alors qu'en fait, pas du tout. Le statut d'isolation n'a pas forcément changé, mais on considère quand même que c'est une rénovation. Donc, si on regarde au niveau de la rénovation effective, on est plutôt autour de 40 000, alors que les experts, sur 5 ans bien sûr, alors que les experts nous disent qu'il faudrait que ce soit 700 000 par an. Donc, on est très, très, très loin du compte. Donc, ça fait partie des choses qui sont très importantes. Et effectivement, il faudra également changer notre profil industriel. Et on propose, par exemple, de permettre que les premières d'énergie soient gratuites et qu'ensuite, ça augmente en fonction de la consommation. Donc, effectivement, plus, et ce sera surtout des entreprises, plus les entreprises ou les personnes consommeront d'énergie, plus lorsqu'on sera de gros consommateurs d'énergie. Voilà, je crois que j'ai parlé des choses. Après, ça passera bien entendu par la sortie des énergies principalement fossiles, mais aussi du nucléaire, même si, ça y est, j'ai fait exploser, j'ai dit nucléaire, on va avoir 4 questions dessus, mais ça passe aussi par là. Et donc, c'est évidemment la mise en place des énergies renouvelables. Donc, on a l'éolien offshore, très connu maintenant, l'éolien terrestre, et on a aussi plein de choses super intéressantes dont on parlait hier soir au débat, comme par exemple le photovoltaïque organique. Le photovoltaïque organique, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est carbone neutre lorsqu'on le crée. Il n'y a pas besoin de métaux rares, de choses comme ça. Donc, c'est une technologie qui est très intéressante, qui avait été portée au gouvernement et la porte était restée close, malheureusement. Je pense qu'il y a quand même une sorte de cynisme de ceux qui nous gouvernent qui est quand même assez triste par rapport à ces enjeux-là. Et il y a un vrai enjeu démocratique aussi derrière l'énergie. À l'heure actuelle, en France, on a des problématiques qui sont quand même très verticales, très centralisées autour d'EDF, alors que, par exemple, dans le modèle allemand, qui est très cher à nos amis, par exemple, du gouvernement ou de ELV, eh ben, ils ont en fait une production d'énergie qui est beaucoup plus locale. Donc, ils produisent en fait quasiment à l'échelle de la maison, du bâtiment, et ils consomment localement leur énergie. Mais évidemment, ça demande beaucoup plus de démocratie participative et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on propose également. Et il y a aussi au niveau de l'Europe ou au niveau de la France, l'un ou l'autre, mettre en place bien entendu une taxe kilométrique. Donc plus le produit qui arrivera aux frontières de l'Europe ou de la France aura fait de kilomètres, plus il sera taxé, ce qui semble une évidence d'un point de vue écologique et qui est quand même très très long à mettre en place au Parlement européen. Voilà, si on veut compléter ce que j'ai dit. Ouais. Je voulais juste rajouter un truc, parce que ce que tu disais, Charlotte, là-dessus, c'est que c'est vraiment un problème global. Et donc, il faut des solutions globales. La crise écologique n'a pas de frontières et ne connaîtra jamais de frontières. Donc, il faut vraiment qu'on s'y attelle d'une manière globale pour créer aussi, c'est là où on peut faire ramener des Français de l'étranger, notamment des universitaires, dans les types de solutions qu'on peut trouver. Moi, je voulais juste revenir sur ce que disait Yann par rapport à élire des élus de combat, parce que tout ce que tu disais, Florence, c'est super, c'est le fond, mais il y a aussi la forme. Donc, il faut vraiment
dans la forme, il faut avoir des élus de combat. Donc, en fait, des élus qui vont aller et essayer de rendre justement à ce combat contre la crise écologique un réel moyen de responsabiliser les gouvernements. Aujourd'hui, on est quand même le pays qui a fait la COP 21 et on est l'un des rares pays qui ne respecte pas ces accords-là. Et donc, en fait, aujourd'hui, on n'a aucun moyen légal pour pouvoir aller demander des comptes aux gens qui nous gouvernent. Donc, inscrire le crime d'écocide dans la Constitution, ça, c'est quelque chose sur la forme que pourraient faire les parlementaires. Et donc, c'est très important. Et ça sera dissuasif parce que ça donnera la possibilité à beaucoup de groupes de pouvoir aller en justice et essayer de demander des comptes aux gouvernants. Et au-delà de ça, en fait, il faut qu'on puisse avoir de plus en plus de lois qui vont nous protéger contre les lobbies. Parce qu'on dit souvent que les dernières 5 ans, c'était ça, en fait, c'était une présidence qui a été dictée par les lobbies et c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de temps sur la bataille contre la crise écologique. Et du coup, en fait, aujourd'hui, il faut qu'on puisse avoir des élus qui vont faire en sorte de rendre les politiques responsables de ce type de choses et d'éloigner, de mettre de côté les lobbies dans ces sujets-là. Et je finis juste en disant... Désolé, j'entends un petit écho. Je vais peut-être juste passer la parole à Yann. Voilà. Vas-y, essaye, peut-être que tu auras plus de chance que moi. On n'entend pas l'écho, nous. Mais oui, mais c'est tout à fait en continuité de ce que vous avez dit. Ce qu'on souhaite justement, c'est pour ça qu'il faut avoir une majorité à l'Assemblée nationale, c'est d'inscrire justement dans la Constitution ce qu'on appelle la règle verte. En fait, ça imposerait le fait de ne pas prendre plus à la planète que ce qu'elle peut reconstituer. Et à partir de cette règle verte, il y a ce qu'on appelle la planification. Planification qui est faite pour respecter cette règle verte qui aurait été instaurée et mise dans la Constitution. Et comme ça a été très bien dit, comment mettre ça en place? Déjà, ça a été très bien dit par Florence. On a à l'heure actuelle, en plus, une flambée des prix du carburant qui font que ça touche d'ailleurs les personnes qui ont le moins d'argent, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont souvent dans des zones rurales qui n'ont pas d'autres moyens pour se déplacer que leur voiture. Ça leur coûte excessivement cher. Et il y a eu, depuis un très grand nombre d'années d'ailleurs, un délitement du service public, en règle générale, dans les zones rurales. C'est-à-dire qu'il y a des bureaux de poste qui ont fermé, des écoles qui ont fermé, il y a eu des chemins de fer qui ont fermé. Finalement, on allait vraiment un retour en arrière, ce qui fait que les gens ont été amenés à effectuer des déplacements beaucoup plus importants, donc à polluer de manière plus importante. Avant, ils allaient au coin de leur rue pour mettre leurs enfants dans leur village. Désormais, ils doivent faire 30 ou 40 kilomètres. Alors ça, c'est un enjeu aussi. Dans le monde dans lequel on vit, où justement la France est un pays très centralisé, qui reste malgré tout un pays très centralisé, où à Paris, c'est là où il y a la majorité du travail, enfin économiquement, le poumon économique de la France. Il y a eu des avancées, heureusement, il y a des gros pôles désormais, hein, des grandes métropoles, mais ça ne va pas assez loin. Et surtout maintenant avec le télétravail, avec plein de choses qui sont mises en place, je pense qu'il y a la possibilité de pouvoir justement redynamiser beaucoup de zones rurales de la province en règle générale en France et de permettre justement d'avoir des rayons de vie peut-être qui sont beaucoup moins vastes et plus petits, et de favoriser aussi, par exemple, les circuits courts qui coûtent beaucoup moins aussi en termes d'empreinte carbone, et favoriser à travers la politique agricole commune. À l'heure actuelle, moi, je trouve qu'elle est très défaillante parce qu'elle favorise le productivisme. Elle favorise, à travers son mode de financement, les gros producteurs qui font des céréales, beaucoup de choses. Yann, attends, je te vois partir sur l'agriculture. C'est très bien. J'avais une citation de quelqu'un qui disait drôle de pays où dans le Languedoc, un pays où les moutons mangent les hommes. Moi aussi, j'entends un écho. Il faut donner la parole à Marc Michaud qui voulait poser une question. C'est pour ça. Et après, on te laisse repartir sur l'agriculture. Marc va parler de l'agriculture. Peut-être. Marc, tu peux réactiver ton son. C'est toi qui peux le faire. Là. Je t'ai donné la permission. Juste sur le réactiver. C'est ça. Voilà. À toi, on t'écoute. Merci. Bonjour. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, si vous me le permettez.
Et pour une certaine cohérence, je vais parler des deux choses dont vous avez parlé, c'est-à-dire ce dont Florence a parlé en ce qui concernait notre empreinte toxique, comme j'appellerais ça comme ça, par le biais de l'utilisation de l'automobile, et ensuite les fameux élus du combat dont Yann, je pense, en a parlé. En ce qui concerne l'automobile, voyez-vous, j'ai été étudiant à Paris, j'y ai habité, et j'adore Paris pour ses transports en commun. Ça remonte quand même à 25 ans, imaginez-vous. Ça n'a pu que progresser, j'imagine. Alors, une ville comme Paris, c'est évident que l'automobile est probablement quelque chose contre quoi on peut lutter et puis je me déchirerai pas ma chemise pour défendre l'automobile. En revanche, dans beaucoup d'autres zones, et Yann en a parlé, les zones rurales, mais également à Montréal, parce qu'on est quand même, vous êtes quand même des élus de l'étranger, des Français de l'étranger, pardon. J'ai avant-hier invité un de mes amis à se présenter chez moi et avec petit Google Maps, là, en voiture 20 minutes, en transport en commun 1h24. Alors, tant qu'il y aura des différences de ce genre-là, croyez pas que les gens vont se passer d'automobile. Et je pense qu'on va faire fausse route si on essaye de faire comme Madame Plante essaye à Montréal. Moi, j'aime ça, faire les plaisanteries, de dire, Yann, on a entendu déjà, écoutez, j'ose plus aller au centre-ville, j'ai peur de me faire lyncher par mes amis environnementalistes, écologistes, parce qu'on n'a pas la même réalité. Le problème qui se pose, voyez-vous, actuellement, je ne sais pas combien l'essence est arrivée en France, mais ici, là, il est à 2 $, 140 $ pour remplir mon véhicule. J'avais jamais vu ça. Ça me fait mal au cœur. J'ai pas le goût. Moi, je veux me passer de ma voiture. Mais par contre, on est extrêmement loin d'un système de remplacement. Alors, c'est ça que j'ai un petit peu peur, c'est que on se fasse taxer de pelleter les nuages, de faire preuve de bonnes intentions, etc., etc., etc. Je pense que dans notre discours, il va falloir apporter plus que des bonnes volontés et il va falloir apporter une concrétisation. Ne pas réagir face à l'automobile dans des villes pour des villes de 100 000 habitants comme on pourrait faire sur Paris. Sur Paris, faire ce qui a été fait à Londres, c'est-à-dire interdire le déplacement des plaques d'immatriculation paires à les jours pairs, etc. Il y a certainement des possibilités. Je ne connais pas les autres grandes villes de France qui ont des métros. Je ne sais pas s'ils sont bien des transports en commun, mais effectivement, l'amélioration du transport en commun est primordiale. Mais ça signifie toute une révolution du transport. Et actuellement, elle ne va pas dans ce sens-là et elle ne pourra certainement pas concerner, selon moi, les zones rurales ou, hélas, l'Amérique du Nord. Hein. Je ne connais pas les États-Unis, mais je ne vois pas nos amis américains abandonner leur automobile pour le transport en commun. L'autre intervention où je me fais l'avocat du diable, c'est les élus de combat. On a déjà eu une cohabitation en France. J'ai adoré ça. En cours de droit constitutionnel, quand notre professeur José Verling, qui est un Français mais qui enseignait à l'Université de Montréal, a dit « Ça marche mal actuellement en France. On a un président de gauche, un premier ministre de droite. » Moi, j'ai levé la main. Et puis, j'ai dit « Non, ça n'a jamais aussi bien marché. Il y a un contrôle des pouvoirs qui est extraordinaire. » Puis là, j'ai eu une bonne note. Mais bon, quoi qu'il en soit, ce que je veux dire, c'est que même si la cohabitation, et je la souhaite, a lieu après le 18 juin. Je ne sais pas, moi je vais voter par Internet, alors les dates, c'est le 18 juin, c'est ça? Qui nous dit qu'il va y avoir après des élus de combat? Parce que on est avec la Ve République, on ne change pas de système constitutionnel. Il va y avoir une majorité parlementaire, certes, qui ne sera plus celle du président de la République, mais qui va être celle du Premier ministre et du gouvernement. Et puis, même toi, mon petit Yann, que j'adore, parce que tu es un super élu de l'opposition, mais on va vous dire de rentrer bien sagement dans le rang pour que les grandes personnes du gouvernement puissent faire leur travail et s'occuper du bon peuple. Et puis vous, les élus, dont Florence, je l'espère bien, on va vous donner des petits hochets, des petites choses, des petites commissions. Mais s'il vous plaît, pas de vagues. Surtout que la NUPES est un parti
d'alliance. Alors, imaginez qu'il y en a un si on voit une oreille qui dépasse, on va vous accuser, les fameux élus de combat, de vouloir rompre l'alliance et de redonner le parti à la, est-ce qu'on peut dire la droite? C'est plus la droite, c'est je ne sais quoi là, mais à la majorité présidentielle. Ça m'inquiète beaucoup. Bon, d'accord. Ok. C'est terminé. Merci Marc. Merci, Marc. Yann, tu veux répondre? Oui, je peux répondre rapidement, hein. Mais après, il faut voir que justement, la culture politique de nos familles politiques, c'est le débat, c'est la controverse, c'est pas d'être au garde à vous. Et je pourrais prendre un exemple, puisque Marc en parlait. Il y a eu déjà une cohabitation. C'était Lionel Jospin pendant 5 ans sous Jacques Chirac. Il n'avait pas de majorité avec les seuls socialistes. Il avait besoin des communistes et des écologistes. Il n'a jamais utilisé le 49-3, qui oblige à un vote bloqué, en quelque sorte. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est un mode de gouvernance qu'on propose aussi, de prendre en compte les différentes sensibilités, d'être plus dans la concertation, la discussion, ce qui n'a pas été fait ces 20 dernières années, malheureusement. C'est aussi ça, la pratique politique qu'on défend. Et nous sommes de culture, on va dire, plus parlementaire. Quand on est de gauche, on n'aime pas avoir des gens qui donnent des ordres, un président omniscient. D'ailleurs, c'est très mauvais même pour lui. On n'a jamais la science infuse sur tout. Il faut pouvoir consulter, il faut pouvoir être conseillé. Donc, moi, je pense que ça se fait très bien. Et en plus, il y aura des groupes différents au sein d'une coalition. C'est une coalition, il ne faut pas l'oublier, des groupes très différents avec des écologistes, des socialistes, des France insoumises. Et c'est la richesse de la vie parlementaire de pouvoir avoir ça. Si on pense tous la même chose, on dit tous la même chose, il n'y a aucun intérêt. C'est justement de pouvoir avoir des débats et qui sont publics vis-à-vis de la population. On leur a tellement habitués à faire en sorte qu'on ait des groupes qui pensent tous la même chose. Mais ce n'est pas ça la démocratie. C'est d'avoir des gens qui débattent, qui discutent. C'est ça le Parlement. C'est fait justement pour discuter, échanger, des fois en désaccord. Et puis à la fin, je peux vous dire, à force de discuter, d'échanger, on finit par trouver un consensus et de décider quelque chose qui est pour l'intérêt général du pays en fonction des choses qu'on a défendues devant le peuple qui nous a élus. Et c'est comme ça qu'on doit procéder. Et c'est également la pratique qui est proposée à travers cette coalition. Donc, je ne vais pas faire trop long, parce que je ne veux pas faire un tunnel, mais je vais laisser Florence, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Sur la mobilité, oui, on veut faire la révolution. Après, la question, c'est, et Oussama va me rejoindre, je pense à Yann aussi, bien sûr, mais on en parle beaucoup. La question, c'est dans quelle situation est-on? Et la réponse, c'est on est au pied du mur. Si on ne modifie pas nos habitudes de mobilité, si on ne modifie pas nos systèmes, on a 3 ans. Voilà. Donc, il va falloir vraiment, et encore on dit on a 3 ans, mais il fait déjà 50 degrés en Inde et au Pakistan à l'heure actuelle. Voilà. Donc, il est vraiment urgent qu'on modifie les choses. Et moi, j'ai quand même confiance dans l'intelligence humaine. Et on a déjà quand même beaucoup de propositions, ne serait-ce que pour la France, pour effectivement modifier nos mobilités pour aller vers des choses qui sont beaucoup plus basses en carbone, etc. Donc, j'ai confiance dans l'intelligence humaine. J'ai confiance en nous pour faire évoluer ça dans le bon sens. Mais la chose qui est certaine, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix. On est obligé de prendre cette direction-là. Tout à fait, voilà, tout à fait. J'avais le volet agricole. Ouais, Gwenaël, tu peux allumer ton micro, je pense. Philippe, c'est bon? Ouais. Oui, alors je voudrais. Alors moi, je suis enseignante dans un collège à Montréal et je voulais vous dire que les élèves, ils ont plein d'idées. Il y a des éco-comités, ils ont plein d'idées. Par contre, le problème, c'est qu'ils ne croient plus en vous. Pourquoi ils ne croient plus en vous, en la politique? Parce que quand ils ont plein d'idées, ils arrivent avec des projets, des super trucs et on leur dit bah non, il n'y a pas les moyens. Non, il n'y a pas de budget. Et on se retrouve avec aussi bien des élèves que des professeurs, hein, des professeurs qui le font bénévolement et qui ne peuvent pas le faire, qui ne peuvent rien faire parce que il n'y a pas le budget. Pourtant, c'est bien marqué dans la EFE. Hein. Il y a une ligne, hein. Il faut qu'on mette l'environnement au sein de nos préoccupations. Et puis, on ne donne pas les budgets. Alors, c'est vrai qu'ils sont désarmés, ils savent qu'ils sont au pied du mur. Mais pour répondre à Marc, je pense qu'ils sont prêts à prendre leur vélo, ils sont prêts à faire plein de choses, même si c'est compliqué. Non, franchement, moi, je suis à Montréal, puis voilà. Mais ils sont prêts à faire plein de choses parce qu'ils savent c'est qu'ils sont au pied du mur. Et cette génération-là, elle est très motivée. Mais par contre, s'il vous plaît, donnez-nous les moyens de continuer à les motiver parce que à force de se battre pour récupérer $10, $20, c'est insupportable.
Et puis, je voulais aussi, au niveau de l'éducation, on a, là, on a des réformes depuis 2 ans, tout le temps, là. C'est fait un peu à la va-vite. Alors, en France, déjà, les profs, il y en a de moins en moins, mais nous, en plus, on doit après se battre avec les universités, enfin, pas se battre, mais aller rediscuter avec les universités, parce que l'Université du Canada, il faut leur montrer, leur expliquer nos programmes. Et puis, quand on le fait tous les ans, au bout d'un moment, on passe pour moins sérieux. Donc, ça aussi, ce serait important que vous nous aidiez là-dessus. Le message a été bien reçu et j'ai même reçu une lettre de sa part sur le sujet. Donc, j'ai vu, mais effectivement, on parlait de redonner des moyens à l'AEFE pour que les établissements puissent avoir les moyens. Et des fois, il y a des enveloppes effectivement qui ne sont pas utilisées pour permettre des projets de la part des élèves. Parce qu'effectivement, je pense que s'il y a une génération qui est vraiment très sensibilisée par rapport à ces enjeux-là, Trop. ce sont bien eux. Ouais. Je voyais simplement qu'on est à 1h15 et que je sais qu'il est très tard chez toi, Yann, à Paris. C'est vrai. Donc, Oui. je voulais peut-être voir s'il y a une dernière question. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question. Lève la main. Sinon, on peut faire un dernier tour de table et conclure tranquillement. Très bien. Très Je bien. commence. Vas-y, Florence. On n'est que 3, donc je commence. Moi, je suis très contente de voir que vous étiez si nombreux. Ah, on m'entend pas, Gwenaël? Je suis désolée, c'est la connexion Internet. Donc oui, je suis très contente de voir qu'on était aussi nombreux ce soir, très contente de voir qu'on a pu quand même parler de beaucoup de problématiques des Français de l'étranger et qu'on a aussi pu beaucoup parler d'écologie parce qu'effectivement, comme le disait Oussama, la problématique écologique ne connaît pas de frontières. Je pense également qu'il s'agit vraiment d'une volonté politique au niveau de ce qui se passe pour les Français de l'étranger. Forcément, quand on sous-investit dans le service public, ça se répercute sur tout le monde et on le voit tout à fait avec cette histoire de cotisation pour les fonctionnaires expatriés. Mais quand on n'a plus de fonctionnaires, il faut bien augmenter les cotisations de ceux qui restent. Donc, tout est lié. Et puis, de toute façon, d'ici quelques années, on n'aura plus de problème puisqu'on n'aura plus de profs. Puisqu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup moins de personnes qui se présentent au CAPES. Donc, il est vraiment urgent de préserver nos biens communs, au moins de les préserver, si ce n'est de les améliorer et d'éviter qu'ils ne se délitent complètement. Ouais, donc merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Je suis vraiment très heureuse. Il se passe vraiment quelque chose. On est très heureux avec Oussama depuis qu'on a débuté cette campagne. Et même moi, quand je suis allée à Québec et à Ottawa, il se passe vraiment quelque chose. C'est très agréable. On se sent complètement boosté. Donc j'espère qu'on ira le plus loin possible. Et j'espère que vous aurez confiance en moi et n'hésitez pas, voilà, à me poser des questions, à me faire des retours. Je suis complètement là pour ça. Écoute, je vais continuer comme ça, on donne le mot de la fin à Yann. Je voulais toutes et tous vous remercier d'être ici et vous rappeler que quand même on est dans un moment historique, comme le rappelait Yann tout à l'heure. Florence, Yann et moi, on représente 3 partis politiques différents et il n'y a pas eu beaucoup de moments dans l'histoire où on était tous ensemble. Là, vraiment, on a pris la mesure. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas c'est pas fortuit, c'est vraiment nécessaire parce que on a toutes et toutes au sein des familles politiques de gauche pris nos responsabilités et aussi on a vu à quel point en fait ces crises qui sont devant nous nécessitent notre union et ne peuvent être résolues que par des politiques de gauche. Et donc c'est pour ça qu'on est là devant vous et je voulais simplement vous rappeler encore une fois les dates de vote. Le vote par Internet va commencer dans 3 jours, le 27. Donc faites attention à vos emails. Il y a eu un petit cafouillage. On vous a renvoyé un nouveau email aujourd'hui. Donc regardez bien vos boîtes, vos SMS pour les codes. Donc si vous avez prévu de voter en ligne, renseignez-vous. Le vote à l'urne pour nous en Amérique du Nord, ça va être le 4 juin et le 18 juin prochain. Et on espère bien vous avoir tous. Chaque voix compte, on ne le rappellera pas assez. C'est une élection qui se gagne avec peu de voix et il dépend que de nous de faire cette sortie de vote dont on aura grandement besoin. Pas pour nous, encore une fois,
la cause est beaucoup plus grande que nous. Elle a dépassé les clivages des partis de gauche aujourd'hui. On est tous ensemble et on est très heureux. Et c'est avec beaucoup d'humilité qu'on se présente devant vous. Et on essaiera d'envoyer Florence à l'Assemblée, j'espère, le 18 juin prochain. Yann, je te laisse la parole. Très bien, vous avez pratiquement tout dit. Tu as même rappelé toutes les informations pour pouvoir voter. Je voulais déjà vous remercier pour avoir organisé ça, votre accueil, pour pouvoir échanger ensemble. C'est toujours un plaisir. Et puis, je voudrais aussi vous remercier parce que il y a aussi beaucoup de bénévoles qui souvent sont dans les campagnes. Il ne faut pas les oublier. Donc, j'ai une pensée pour eux et je les en remercie parce que finalement, ils consacrent aussi de leur temps pour faire vivre un idéal. C'est un travail collectif. Donc, je les remercie aussi pour avoir mis en place cette réunion, parce que la démocratie vit aussi grâce à vous, et c'est très important. La démocratie hors de France qui plus est, parce qu'elle est encore plus difficile à faire vivre des fois, parce qu'il faut pouvoir motiver les gens. Donc, le message que j'aurais à vous faire passer à la fin de cette réunion, comme l'a dit Oussama, c'est surtout faites en sorte que les gens prennent possession de cette élection, c'est-à-dire qu'ils soient un maximum à voter. La représentation, la démocratie, je disais que c'est quelque chose de fragile. La représentation des députés hors de France. Les sénateurs, il en existe depuis 1946 hors de France, mais des députés, c'est depuis seulement 10 ans. Donc, c'est assez récent finalement. Et donc, les Français ne connaissent pas toujours cette élection. Donc, il faut leur en parler, il faut leur dire qu'ils ont la possibilité de se saisir, non pas pour voter uniquement pour des choses qui sont en France, parce que des fois, selon nos compatriotes, il y en a qui sont là depuis très longue date, mais ils ont des sujets qui les concernent malgré tout, qui sont votés en France par rapport à leur retraite, par rapport à beaucoup de sujets. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est un appel civique à en parler le plus possible autour de vous, qui se saisissent de cette élection, qui votent bien évidemment pour Florence, pour pouvoir donner justement à la France une majorité d'espoir, d'espérance, pour pouvoir aller vers l'avant sur les questions du réchauffement climatique, des injustices qui sont importantes malgré tout dans notre pays et qu'il faut résoudre. Et moi, je garde la notion de parlementaire de combat. Je pense que Florence serait une excellente parlementaire de combat et on en a besoin. Donc j'ai bien hâte que vous l'envoyiez à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse travailler ensemble entre les deux chambres pour vous représenter. Et puis bonne continuation à vous. Et puis bien évidemment, en tant que sénateur, je suis aussi votre parlementaire. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des problématiques. Je ferai le maximum pour vous venir en aide. Et donc je vous remercie toutes et tous. Belle campagne à vous. Et puis faites voter un maximum de monde pour qu'on puisse avoir une députée qui vous représente pleinement et réellement. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.